Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire le commentaire linéaire pour l'oral du bac de français d'un extrait dont ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, plus précisément de l'acte 3 scène 3, c'est parti. Alors tout d'abord, je t'affiche le texte que l'on va commenter, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, il est en deux parties, ceci est la première partie et ceci est la seconde partie. Tu as terminé ta lecture? Parfait, on va passer à l'introduction. De nombreux dramaturges créent une mise en abîme du théâtre dans leurs œuvres, notamment lorsqu'un personnage veut forcer un autre à révéler ses véritables sentiments ou souhaite se venger. C'est l'occasion pour lui de jouer un rôle et de se mettre en scène. C'est une dimension que l'on retrouve dans le drame romantique d'Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour, publié en 1834. En effet, dans cette pièce de théâtre, Camille et Perdiccas sont amoureux, mais ne veulent pas se l'avouer par orgueil. En effet, Camille a refusé de se marier avec Perdiccas afin de devenir religieuse. Perdiccas est blessé et cherche à se venger. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'acte 3 scène 3. Perdiccas a envoyé une lettre à Camille afin de lui donner rendez-vous, mais c'est une stratégie puisqu'il va se rendre sur les lieux avec Rosette, la sœur de lait de Camille. Il va lui faire une longue déclaration d'amour afin de rendre cette première jalouse pour se venger. Ainsi, il s'agira de se demander comment cette mise en scène de Perdiccas révèle son caractère manipulateur, mais aussi ses véritables sentiments. Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur la mise en place de la stratégie, puisqu'il s'agit de théâtre dans le théâtre, puis nous étudierons une déclaration d'amour surjouée et exaltée de la part de Perdiccas, qui symbolise le rejet de Camille. Enfin, nous nous focaliserons sur la critique de la religion. Cet extrait, cette scène, met en place une stratégie de théâtre dans le théâtre, puisqu'en effet, tout d'abord, nous pouvons repérer une instauration du cadre spatio-temporel qui montre qu'il s'agit d'un ultime rendez-vous dans un cadre romantique. Je cite Perdiccas me demande de lui dire adieu avant de partir près de la petite fontaine où je l'ai fait venir hier. Le décor est établi, il s'agit d'un décor qui est galant et qui est propice aux rencontres amoureuses. Camille fait preuve de curiosité. Je cite Que peut-il avoir à me dire? Dois-je accorder ce second rendez-vous? Ici, Camille montre son intérêt pour Perdiccas à travers ses questions rhétoriques. Elle est surprise, mais elle est aussi émue, puisqu'en effet, elle insiste sur l'émotion forte qu'elle ressent. Je suis toute portée. Grâce à toutes qui insistent bien sur ce sentiment. Elle a des sentiments pour Perdiccas, sinon elle n'aurait jamais été dans cet état. La seconde question rhétorique, dois-je accorder ce second rendez-vous, montre l'hésitation du personnage. Elle sait que ce n'est pas une bonne idée de se rendre à un rendez-vous galant au vu de ses résolutions. Cela explique pourquoi Camille est en proie à une forte émotion. Je cite Ah Elle se cache derrière un arbre. Cette interjection exclamative ainsi que la didascalie le soulignent. Camille ne veut pas être vue par Perdiccas. Camille fait ensuite le constat de l'irruption d'un troisième personnage. Je cite Voilà Perdiccas qui approche, avec Rosette, ma sœur de lait. Rosette est un personnage imprévu, qui semble briser le caractère galant du rendez-vous. Il y a un véritable retournement de situation et une précision des liens reliant les deux femmes. La présence de Rosette est tellement inopportune que Camille émet une hypothèse impliquant qu'elle disparaisse puisqu'elle serait de trop dans cette scène, dans ce rendez-vous galant. Je cite Je suppose qu'il va la quitter. Je suis bien aise de ne pas avoir l'air d'arriver la première. La didascalie va ici montrer que, contrairement aux attentes, Rosette ne part pas. Sa présence semble donc voulue. Cela fait partie de la stratégie de Perdiccas et cela confirme l'aspect de théâtre dans le théâtre. Je cite Camille. Cachée à part, la didascalie montre que Camille assiste au duo Perdiccas-Rosette de manière dissimulée. Elle est observatrice. C'est presque du voyeurisme, puisqu'en effet il y a un déplacement. Nous passons du couple galant Camille-Perdiccas au couple galant Rosette-Perdiccas. Et c'est pour cela que Camille éprouve un grand choc et une grande surprise. Je la cite. Que veut dire cela? Il l'a fait asseoir près de lui?
Me demande-t-il un rendez-vous pour y venir causer avec une autre? Nous avons là 3 questions rhétoriques qui montrent qu'elle est blessée. Elle se place d'emblée en tant que spectatrice. Et donc nous avons encore une fois une mise en abîme du théâtre dans le théâtre, puisque Perdiccas et Rosette semblent être 2 comédiens et Camille donc la spectatrice. Cela explique pourquoi Camille éprouve un fort intérêt pour la scène qui va se dérouler sous ses yeux. Je la cite: Je suis curieuse de savoir ce qu'il lui dit. C'est une scène qui représente une forme de divertissement pour elle, mais qui est aussi révélatrice de ses véritables sentiments. Ainsi, cette mise en scène de théâtre dans le théâtre laisse place à une déclaration d'amour surjouée et exaltée de la part de Perdiccas, symbolisant le rejet de Camille. Je cite Perdiccas, et plus précisément la didascalie, à haute voix, de manière que Camille l'entende. Ici, cela renvoie au procédé de double énonciation. En apparence, il s'adresse à Rosette, mais en réalité, son discours est bien évidemment destiné à Camille. Et c'est pourquoi on peut repérer du surjeu. Il joue un rôle et prétend aimer Rosette, ce que montre l'exclamation et la déclaration « Je t'aime, Rosette ». Toi seul au monde, tu n'as rien oublié de nos beaux jours passés. Toi seul, tu te souviens de la vie qui n'est plus, etc., etc. En réalité, cette déclaration est là pour créer un décalage avec Camille, ce que montrent les références au passé, que Camille semble avoir oublié. C'est ce que l'on repère à travers les références aux beaux jours passés, à la vie qui n'est plus. La déclaration de Perdiccas, en réalité, est une déclaration qui met en place une anaphore et qui place Rosette en posture de supériorité. Elle est unique, ce que montrent les répétitions de toi seul au monde, toi seul. Ce qui revient donc à isoler Rosette, à la placer en posture de supériorité, évidemment par comparaison à Camille qui n'existerait plus, qui disparaîtrait donc derrière Rosette. Mais la déclaration d'amour de Perdiccas est une déclaration un petit peu bancale, puisqu'en effet elle est autoritaire. On repère les impératifs « prends »,« donne-moi ». Perdiccas donne surtout des indications concernant la manière dont il veut que Rosette se comporte, tout comme un metteur en scène. Rosette est donc une marionnette, d'une certaine manière elle est manipulée par Perdiccas. Et on voit d'ailleurs que l'appellation affectueuse « cher enfant » montre bien qu'il n'a pas d'amour pour elle, puisque c'est un surnom qui est infantilisant et qui manifeste la supériorité de Perdiccas sur Rosette. Voilà le gage de notre amour, il lui pose sa chaîne sur le cou. Le don de la chaîne rappelle le don de la bague, symbole du mariage, et donc symboliserait l'union entre Perdiccas et Rosette. Étonnamment, Rosette est surprise de ce soudain revirement de situation, et c'est ce que montre la question rhétorique qui marque son incompréhension. Vous me donnez votre chaîne d'or? Perdiccas ne répond pas à cette question. C'est donc la preuve qu'il ne s'adresse pas à Rosette, mais véritablement à Camille. Il ne tient pas compte des réactions de Rosette, qui n'ose d'ailleurs que très peu prendre la parole, contrairement à Perdiccas qui la monopolise. On est presque ici dans un monologue. D'ailleurs, Perdiccas emploie énormément d'impératifs, c'est ce que l'on retrouve à travers les verbes regarde, lève-toi, approchons-nous, et regarde qui sera répété 3 fois par la suite dans sa même réplique. Il attire ainsi l'attention de Rosette sur la bague afin, par conséquent, d'attirer l'attention de Camille sur cet objet qui est symbolique également. Ces impératifs ont d'ailleurs une valeur de didascalie, puisque, comme un metteur en scène, il donne des indications scéniques à Rosette et il décrit leur comportement. Regarde à présent cette bague, lève-toi et approchons-nous de cette fontaine. Il décrit donc leur comportement afin d'insister sur leur prétendu amour et de les faire passer pour des amoureux. On repère également 2 questions rhétoriques. Nous vois-tu tous les deux dans la source, appuyés l'un sur l'autre? Vois-tu tes beaux yeux près des miens? Ta main dans la mienne? Ces 2 questions rhétoriques dont la réponse est évidente montrent quand même que l'important est d'insister sur leur intimité et sur leur proximité physique. Le but est de rendre Camille jalouse. On repère aussi des juxtapositions de commentaires, comme par exemple « Patience, nous reparaissons », déjà je distingue de nouveau tes bras enlacés dans les miens, qui insiste sur la proximité physique entre les 2 personnages, et d'autres commentaires comme « Il n'y aura plus une ride sur ton joli visage »
qui valorise la beauté de Rosette afin toujours de rendre Camille jalouse. Et comme on l'a dit précédemment, les impératifs répétitifs du verbe regarder, qui apparaissent 4 fois, servent à attirer l'attention de Rosette, donc attirer le regard de Camille, sur un élément, la bague qui est jetée dans l'eau. On peut repérer aussi une référence à un cadeau de Camille. C'était une bague que m'avait donnée Camille. C'est en apparence anodin, mais symboliquement, rejeter la bague de Camille en la jetant dans l'eau symbolise donc le rejet de Camille. Camille à part. Il a jeté ma bague dans l'eau. Cela nous permet de constater que la stratégie de Perdiccas est réussie. Elle a abouti. Camille a bien remarqué ce geste. C'est un constat qui est en apparence dépourvu de toute émotion, mais en réalité, Camille est touchée. Il ne faut pas se fier à son ton qui est en apparence neutre. Ce ne sont que les apparences. Enfin, ce discours de Perdiccas permet de critiquer la religion et donc de cibler plus précisément Camille et ses préférences et ses choix. Je cite Perdiccas. « Sais-tu ce que c'est que l'amour, Rosette ?» Ici, on repère une forte théâtralité de Perdiccas qui exagère son jeu de rôle d'un amant passionné. Cette question est rhétorique. Évidemment, Rosette ne sait pas ce que c'est que l'amour. Et d'ailleurs, on repère le champ lexical de la nature. Écoute, le vent se tait, la pluie du matin roule en perles sur les feuilles séchées que le soleil ranime. La nature est présentée de manière lyrique, de manière poétique, elle est méliorative et personnifiée, c'est un lieu accueillant et chaleureux, elle est exaltée. Et c'est en ce sens que l'on comprend que c'est un véritable paysage état d'âme, car elle reflète les émotions de Perdiccas, et reflète également une atmosphère printanière qui est évidemment propice à l'amour. La nature est d'ailleurs prise à témoin, comme le montre le parallélisme, par la lumière du ciel, par le soleil que voilà, je t'aime. Elle est prise à témoin donc de leur amour mutuel et réciproque. On repère d'ailleurs une ponctuation très expressive. Nous avons de multiples points d'interrogation et points d'exclamation qui montrent que nous sommes face à de nombreuses questions rhétoriques, à des phrases exclamatives, à des juxtapositions de propositions également, avec les points-virgules. Et cela confirme la théâtralité du rôle de Perdiccas. Perdiccas va attaquer directement les religieuses. Je cite. « On n'a pas flétri ta jeunesse, on n'a pas infiltré dans ton sang vermeil les restes d'un sang affadi. » Ici, les religieuses sont désignées à travers le pronom « on », pronom indéfini. Elles sont associées à de mauvaises actions, puisqu'en effet, on repère l'emploi de verbes nier, on n'a pas flétri, etc., qui montrent que, associés à un vocabulaire péjoratif, flétri, sang vermeil, sang affadi, qui montre donc qu'on fait référence notamment au champ lexical de la vieillesse. Les religieuses sont présentées indirectement comme des femmes réactionnaires qui vont corrompre la jeunesse et qui vont ternir la vie des jeunes femmes. Elles sont placées comme coupables, elles sont proclamées coupables, d'où leur place en tant que sujet syntaxique du verbe. Ce sont elles qui font les actions que Perdiccas va dénoncer. Perdiccas va d'ailleurs faire une comparaison indirecte à Camille sur le mode de la négation et des références à la jeunesse et à la beauté. Je cite « Tu ne veux pas te faire religieuse, te voilà jeune et belle dans les bras d'un jeune homme. » Ici, par opposition bien sûr à la présentation des religieuses précédemment, cela symbolise le rejet de la religion et donc le rejet de Camille. Nous pouvons repérer une forme d'apothéose lyrique avec l'apostrophe et la répétition de la question initiale qui crée un effet de boucle. « Oh Rosette, Rosette, sais-tu ce que c'est que l'amour ?» Donc tout cela crée une forte théâtralité en le personnage de Perdiccas. Cela a pour conséquence une forme de désespoir de la part de Rosette qui est prise au dépourvu et qui met en valeur son inexpérience, son innocence. Je cite « Hélas, monsieur le docteur, je vous aimerais comme je pourrais. » Il y a un véritable décalage avec Perdiccas, puisque Perdiccas la tutoie. Il fait preuve donc d'une certaine familiarité avec elle. Or, elle va le vouvoyer. Elle va le vouvoyer et l'appeler par son statut, monsieur le docteur.
Cela donne donc un aspect solennel qui montre la gêne et le malaise de Rosette et qui crée donc un fort décalage entre les deux personnages, décalage qui est souligné par la dimension tragique de l'apostrophe hélas, puisqu'en effet, on a un personnage qui parle d'un amour fort et puissant et un autre personnage qui réagit comme si elle était en proie à un fort désespoir puisqu'elle ne comprend pas la situation. On peut repérer ici une anadiplose, puisque la réplique de Perdiccas commence par les derniers mots de la dernière réplique de Rosette. Oui, comme tu pourras. Cela insiste sur le fait que Rosette fera de son mieux, afin de la valoriser face à Camille. Ce sera toujours mieux que Camille. On peut repérer également un parallélisme, tout docteur que je suis et toute paysanne que tu es, qui montre le décalage entre le statut social des deux personnages. Les comparaisons et réifications des religieuses, je cite, ces pâles statues fabriquées par les nonnes, montrent qu'elles sont déshumanisées, car elles n'ont pas de sentiments, elles sont insensibles, d'où la métaphore des statues, elles ne ressentent rien. Elles sont présentées comme des femmes enfermées, comme des femmes qui sont source de contamination au malheur lors de leur seul contact avec les individus qui se trouvent hors du couvent. Elles ont la tête à la place du cœur, elles sortent des cloîtres pour venir répandre dans la vie l'atmosphère humide de leurs cellules. Perdiccas va par la suite insister sur l'innocence et le manque de culture de Rosette. En apparence, cela est critique et péjoratif, afin de mettre en valeur les rapports entretenus par Rosette avec la religion. Je le cite. « Tu ne sais rien. Tu ne lirais pas dans un livre la prière que ta mère t'apprend. Comme elle l'a apprise de sa mère, tu ne comprends même pas le sens des paroles que tu répètes quand tu t'agenouilles au pied du lit, mais tu comprends bien que tu pries, et c'est tout ce qu'il faut à Dieu. Quel est l'intérêt ici ? Eh bien, ce sont des rapports entre Rosette et la religion qui sont marqués par la simplicité, comme le montrent les négations abondantes. Tu ne sais rien, tu ne lirais pas, tu ne comprends pas, etc. Qui présentent Rosette comme une femme analphabète, inculte, qui ferait le minimum. Mais cette présentation en apparence péjorative a un but, qui est introduit par la conjonction de coordination mais à valeur d'opposition. Ce but est le suivant, il s'agit de faire passer un message à Camille en l'invitant à renoncer à son projet de religieuse. L'attaque est donc directe puisque le but de Perdiccas est de blesser Camille et de la faire souffrir. Mais, dans le même moment, son désir de vengeance montre que lui aussi, il souffre. En revanche, la réaction de Rosette ne se fait pas attendre, elle est vexée bien sûr. Je la cite « Comme vous me parlez, monseigneur ». Cette apostrophe formelle et conventionnelle, monseigneur, crée encore plus de distance avec Perdiccas. Et cette phrase exclamative met en valeur ses émotions qui sont bien évidemment négatives. Elle n'a pas saisi que le but de Perdiccas était d'attaquer Camille en valorisant Rosette. Rosette n'a compris que la dimension péjorative de ses propos. Perdiccas va donc procéder à certaines corrections. En effet, il va reprendre ces mots « tu ne sais pas lire ». Mais grâce à la conjonction de coordination à valeur d'opposition, il va nuancer ses propos précédents. Je cite « Mais tu sais ce que disent ces bois et ces prairies, ces tièdes rivières, ces beaux champs couverts de moissons, toute cette nature splendide de jeunesse. » Encore une fois, on repère une grande attention qui est portée à la nature dans une perspective purement romantique. La nature est valorisée, elle est personnifiée, elle est jeune, comme Rosette et Perdiccas le sont. Et encore une fois, cela renvoie au paysage état d'âme. Perdiccas va projeter ses états d'âme sur le paysage. On peut repérer des verbes de connaissance, tu sais, tu reconnais, qui montrent que Rosette est capable d'interpréter la nature, donc de se recentrer sur l'essentiel. Perdiccas emploie encore une fois des impératifs comme « lève-toi » et des verbes au futur à valeur d'ordre. « Tu seras ma femme, nous prendrons racine ensemble dans la sève du monde tout-puissant ». Ce qui montre qu'il est contre l'amour, puisqu'en effet, ces impératifs à valeur d'ordre s'opposent à une perspective amoureuse. Ce sont plus des ordres. La métaphore filée concernant la nature insiste sur les liens très forts qui unissent les deux personnages, car la nature, en effet, comme paysage état d'âme, reflète leur amour. Et voilà, le cours du jour est terminé. Je te laisse faire la conclusion de ton côté et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.